bienvenue à tout le monde. Cette séance était normalement devrait être animée par professeur Karimi. Donc je l'ai remplacé dernière minute. Ah, voilà. On y va. Donc c'est intitulé ETO pratique. On a essayé de récupérer les cas cliniques qu'on a pu avoir ces derniers temps. Donc on ne va pas faire toutes les indications de l'ETO, mais on aura le temps, je crois, autour de 7 cas cliniques, de discuter. Qui fait de l'ETO déjà régulièrement, on va dire. Voilà. Donc vous êtes les experts, et moi je suis celui qui va juste vous accompagner. Ça c'est pour ceux qui n'en font pas beaucoup. Les termes qu'on va utiliser le plus souvent, le fait de mettre... on va insister sur l'ETO, disons, à un niveau mi-œsophagien, pas insister sur les coupes transgastriques, qui ont d'autres indications qui intéressent plus souvent les réanimateurs. Ça nous intéresse aussi, mais pas de façon courante. Moi, je crois quand même en pratique, il y a très peu qui passent en transgastrique, ceux qui font de l'ETO. Sous anesthésie, voilà. Oui, tu peux le faire aussi au bloc opératoire, mais c'est pas toléré. Et puis, on a plein d'informations par rapport à ce qu'on cherche. Un mi-œsophagien, un petit peu au-dessus, un petit peu en bas. Donc c'est ça, hein, on serait amené à avancer, à retirer. Et puis, dans la même position, il y a plusieurs manipulations qu'on peut faire. La flexion avec les petites molettes, donc à droite ou à gauche. En rétro et en antéflexion, on en fait un peu moins, mais ils sont toujours intéressants. Et puis, même à mi-œsophagien, ça peut être intéressant pour changer un peu le plan de coupe. On va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, et puis vous connaissez un peu la rotation et les différentes coupes qu'on peut avoir. Alors, pour moi, c'est toujours difficile, bien sûr, de se rappeler. Si on parle, par exemple, de la segmentation de la valve mitrale, c'est pas évident. Peut-être avoir des repères, il faut afficher, tout simplement. On n'est pas là pour vous dire qu'il faut apprendre parfaitement. Et puis, pour une coupe donnée, ce n'est pas toujours sûr qu'on passe par les segments qu'on veut. Il va falloir faire une reconstruction un peu. Donc, la vue que je viens de vous montrer, elle est anatomique. Cette vue, à la limite, c'est celle qu'on a l'habitude de voir en écho. Alors, quand on passe en petit axe, ça ressemble un peu à ce qu'on connaît. Et donc, on essaiera plutôt d'imaginer en 3D, si vous voulez. Quand on est en position neutre et on est à 0, mi-œsophagien, qu'est-ce qu'on coupe? Là, forcément, on va passer régulièrement par A2P2, en sachant que l'incidence, en fait, ou la coupe qui montre très clairement A2P2, c'est le grand axe. Voilà, c'est 120, 130, un truc comme ça. Mais cette coupe-là, elle passe par A2P2. Mais après, des fois, ça dépend. Ça dépend de la position du cœur. Ça dépend aussi vous allez toucher les mollets, vous allez tourner un petit peu à droite ou un peu à gauche, vous risquez de couper ailleurs. Hein. Vous n'êtes pas sûr que vous passez par P2A1, A1, P1, j'en sais rien. Il va falloir voir et revoir. En tout cas, régulièrement, on a A2P2 ici, mais on la confirme à la coupe 120, 135. Vous êtes d'accord? À 0 degré, bon, vous savez, c'est une séance interactive. Si vous avez des remarques, on est là tous pour discuter. À 0 degré, en général, on est aussi sur A2P2. Des fois, pas forcément. En fait, quand on avance de l'œsophagien, c'est-à-dire supérieur vers le mid-œsophage, donc généralement, les premiers qui sont vus, c'est A1P1. Quand on avance un peu et qu'on a l'équivalent d'une 5 cave, c'est-à-dire on voit un bout d'aorte, c'est A2P2. Quand on avance un tout petit peu encore, c'est A3P3. D'accord? Sinon, c'est en grand axe. Ah? Exactement. Absolument. Donc, quand on est supérieur, c'est A1P1, A2P2, et puis on avance un peu, c'est A3P3. Eh ben, c'est exactement le message que je voulais transmettre. C'est pour ça que j'ai mis ce schéma à côté. Il répond parfaitement à ce que vous venez de dire. On peut être au milieu, mais effectivement, en reculant, d'ailleurs, regardez, ça, on peut le faire de deux manières. Comme vous l'avez dit, on recule d'1 centimètre.
1 centimètre, 1 centimètre et demi, c'est largement suffisant. Vous voyez que le plan de coupe, il remonte. On sera à 1 P1, c'est clair. Et donc, vous le faites de la manière que vous voulez. En entrant, en général, quand on entre, on est tous d'accord là-dessus. Il y a la phase de tolérance. On ne la tolère pas, on essaie d'avoir une image claire, de rassurer le patient. Après, on se rend compte où est-ce qu'on est. Et bon. Là, vous regardez la profondeur à laquelle vous êtes arrivé. Vous vous imaginez, est-ce que vous êtes à mi-œsophage ou vous êtes encore loin, et vous décidez de pousser ou de reculer. Vous essayez de voir. Mais c'est vrai que soit en reculant, soit aussi il y a une autre technique qui est proposée ici, c'est de jouer sur l'antéflexion et la rétroflexion. Elle aussi, elle va faire balayer de P1, P2 vers les segments A1, P1 ou le reste. Donc ça, c'est une technique. Et puis, l'astuce que vous avez donnée, elle est parfaite. P3, c'est quand on se rapproche de la valve tricuspide, effectivement. Ceux aussi qui n'arrivent pas à se rappeler, enfin, le 1, 2 et 3, comment on fait pour ne pas se perdre? Le numéro 1, il commence où? Le 3, où exactement? Donc c'est l'auricule. L'auricule, c'est un très bon repère. Et si vous avez, par exemple, le sinus coronaire, parce que vous arrivez à le voir, vous êtes plutôt postérieur. Bon, là, ça me permettrait d'avancer un peu plus vite. Donc ça, c'était la première chose à voir. Ça, c'est la coupe standard. Après, on va aller vers quelle coupe? Les coupes qu'on doit avoir. Après, on peut prendre des coupes intermédiaires, mais classiquement, comme on fait en ETT, on a besoin de cette coupe qui est dite généralement coupe 4 cavités. Vous pouvez reculer un petit peu, vous serez en 5 cavités. Mais après, vous commencez à tourner. Oui ou non? Donc là, on est à 45, par exemple. Elle vous donne quoi? Très bien. Alors, essayons de voir, est-ce que la 45 ici coupe vraiment les commissures? Elle coupe celle-là et pas l'autre. Ça dépend des malades, en fin de compte. Voilà. 60, 75. On a eu des malades même à 90. Même à 90, on arrive à avoir une coupe bicommissurale. En tout cas, les commissures, on les repère parce qu'il faut voir les cordages. Il faut avoir les deux piliers, il faut avoir les cordages et vous repérez. Et pourquoi c'est important? S'il s'agit par exemple d'une rupture, d'une perforation, vous n'allez pas la confondre avec une commissure. On est bien d'accord. Donc, vous ne prenez pas à 60, 70, je suis absolument en bicommissural. Ça dépend de l'orientation du cœur. Mais en gros, c'est à peu près ça. L'auricule, il faut reculer un peu. L'auricule, on le voit de 0 degré à 120 degrés. Mais il faut faire une antéflexion et une flexion latérale, parce que l'auricule, il est antérieur et gauche. Donc il faut faire une antéflexion et une flexion latérale. On peut le balayer de 0 degré à 190 degrés, parce que l'auricule, il faut le voir sur sa totalité. Des fois, on a des petits thrombus qu'on ne voit pas à 45, 60. Oui, il n'y a pas que les thrombus, allez-y, continuez. Il y a aussi pour la morphologie, pour les fermetures percutanées, la meilleure vue pour voir l'auricule, pour mettre la prothèse, c'est à 120 degrés. Parce que c'est là où on a le grand axe de l'auricule. Voilà, donc ça c'est très intéressant, c'est bien. L'auricule, c'est une des grandes indications de l'ETO, et donc c'est bien de rappeler toutes ces choses. L'autre coupe qui va nous intéresser après, bicommissurale, on est en train d'avancer. Alors, dans la bicommissurale, le segment, on va dire, le plus stable qu'on va trouver, parce qu'en bicommissurale, tu as deux commissures. Au milieu, voilà, par exemple, selon le schéma, c'est A2. Plus souvent, c'est A2. Ça peut être P2, mais en général, c'est A2. Et puis, de l'autre côté, ce sera P1 et P3. Et on arrive à la troisième coupe qui est... avant même, on a besoin de la coupe 2D. On est d'accord. Alors, la coupe 2D, il va falloir tout simplement ne pas être en 4, ne pas avoir l'aorte. Et vous serez grosso modo ici. Non, ce n'est pas 0, pardon, c'est ici. Vous n'aurez pas l'auricule, vous serez ici. Donc ça vous donnera la coupe. Généralement, là, on n'a pas un schéma correct. Elle est plutôt proche de celle-là. On aura peut-être un commissure grand maximum. Et on aura le segment, ça dépend de la coupe aussi. Hein. On avance par exemple sur A1, A2, P3. C'est possible. Et ça, ce sera une coupe parfaitement 2D. Et puis, on arrive à
À quelle coupe par la suite? À la 120 qui est la coupe 3D classique. Bien, je crois que j'ai fait le même travail ici. Donc, je récapitule. On aura besoin de la coupe au début 4 cavités, bicommissurale. Et le même travail, on va le faire. On passe à la 2 chambres et puis à la grand axe. Ça, c'est les coupes classiques. Après, on peut rajouter ce qu'on veut. Vous pouvez tourner la sente. Alors, quand on tourne dans le sens horaire, ça, il faut imaginer. Est-ce qu'on s'oriente vers le côté droit ou le côté gauche? C'est vers le côté droit, exactement. Vous tournez sens horaire, vous vous rapprochez des cavités droites, ou alors si vous étiez par exemple pour les segments au milieu, vous vous orientez à droite, vous partez vers les segments A3, P3. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, s'approche de la tricuspide, on est vers le 3. Vous tournez anti-horaire, vous faites l'inverse. Ça, vous pouvez balayer de cette manière. Et puis, il y a les molettes qui permettent de faire une flexion latérale, donc vers la droite ou vers la gauche. Et puis, il y a aussi celle qui permet de faire une antéflexion en bas. Des fois, par exemple, j'ai une coupe 4 cavités. L'apex, je n'arrive pas à le voir et il m'intéresse. Une rétroflexion comme ça, c'est comme si vous aviez un plan comme ça et vous êtes en train de le balayer en bas. Et vous savez que la pointe est en bas. Donc ça vous dégagera la pointe de façon correcte, chose qu'on ne fait pas habituellement. Hein. Vous allez le voir, j'ai des enregistrements. Vous avez certainement deviné que dans la foulée, on n'a pas eu une belle coupe 4 cavités. Voilà, pour s'aligner, on n'y arrive pas. Mais normalement, les molettes, ils servent à ça. Il ne faut pas non plus en abuser, parce que vous mobilisez la sonde au milieu de l'œsophage, chez un malade qui ne tolère pas bien, ça risque de déclencher des nausées, des choses comme ça. Donc, vous le faites, vous le faites gentiment, vous essayez de vous rapprocher de la meilleure image que vous pouvez avoir. Mais ils sont là pour ça. Alors, ça, c'est pour vous dire simplement qu'on peut passer de la 2 cavités vers la coupe bicavale. La bicavale, elle est extraordinaire, elle est très importante. Il faut étudier toujours le septum interauriculaire ici. Eh bien, pour y passer, il est très simple. Une rotation, comme vous venez bien de le dire, vous faites une rotation à droite. Vous êtes déjà dans la coupe 2 cavités, rotation à droite, d'accord? Et disons, la coupe va s'orienter, va s'éloigner de la coupe VG-OG. Vous vous rapprochez vers les 2 structures qui sont les 2 veines caves supérieures et inférieures. Ça aussi pour rappeler, mais je crois que maintenant on est rentré dans le vif du sujet. Rappelez les coupes intéressantes. Ça, c'est la coupe classique. Vous vous rappelez de la manière que vous voulez, vous mettez un schéma comme ça aide toujours. C'est bien, ça permet de connaître exactement quels sont les segments qu'on est en train de couper. Allez, on va y aller directement vers ce que j'ai considéré que ce n'est pas la peine de faire tout ce rappel-là. Ah oui, écoutez, allez, on va s'exercer. Ça, ce n'est pas mes images. On va arriver au cas clinique que j'ai préparé. Exactement. Mais quand même, ils sont intéressantes. Mais quand on vous montre, par exemple, on coupe 2 cavités, on vous dit, en 2 cavités, voilà, vous la voyez, on coupe pratiquement toute la valve antérieure, avec les 3 segments, et P, quel est le repère? Le sinus, bravo. Il y a un sinus, on le voit, donc c'est P1. Ce n'est pas obligatoire, ça peut être autre chose. Ça, c'est la règle en général, mais ça dépend d'orientation aussi. Mais c'est vrai qu'un des éléments qui aide, c'est, vous voyez bien que vous êtes proche du pilier. C'est quoi ça? Postéro interne. On est d'accord? Voilà, donc on est à l'inférieur, le postéro interne, en général, c'est ça, ça peut être que P1. Et puis pour le reste, c'est probablement les 3, probablement 2 segments. Ça va dépendre. Donc j'ai pris cet exemple. Ici, là c'est presque standard et presque constant. La 3 cavités ou la coupe à 120 ou 130, c'est presque toujours un P2 de façon classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La 4 chambres, probablement A2P2, mais pas toujours. Ça, oui, effectivement. Alors, la hauteur, comme on a dit tout à l'heure, A2P2, mais ça peut être A1P1, etc.
Mais ça peut être aussi l'orientation du cœur. Tu peux avoir un segment et l'autre à un P2, truc comme ça. Voilà, donc on va plutôt, je crois, faire ça sur des cas cliniques. Alors, avant d'y arriver, la classification, la fameuse classification de Carpentier que vous connaissez pour l'ISIM, on vous dit, voilà, si vous n'avez pas une... C'est quoi ça? Ben, avant de dire prolapsus, vous vous repérez par rapport à un plan. Un G central, oui. Alors, voilà, c'est une très bonne question. Tout G central veut dire forcément l'IM, elle est d'un mécanisme autre, par exemple, dilatation de l'anneau, prolapsus bivalvulaire, ou on peut avoir des prolapsus, ou on peut avoir un G central, mais qui correspond à un mécanisme type 1 et type 3, par exemple. Ça, c'est possible. Ici, c'est le type 1. On est en train de... Juste, c'est un schéma. On montre le type 1. Oui. Sur l'image à gauche et sur l'image à droite, c'est une perforation. Vous pouvez garder, vous allez jouer co-animateur, moi aujourd'hui. Et pour le type 2, l'excentricité aide quand même, oui ou non? Elle aide. Si vous avez, mais vous rajoutez à ça un autre élément, c'est que... Alors, il faut toujours regarder la direction du G. En fait, la direction du G, elle est opposée à la valve qui prolabe. Et si vous avez sur l'image D, le G qui longe la paroi latérale de l'oreillette gauche. C'est parce qu'il y a un prolapsus du feuillet antérieur. Sur l'image en C, le G longe le septum interauriculaire. C'est parce qu'il y a un prolapsus, une rupture de cordage du feuillet postérieur. Voilà, mais vous rajoutez à ça... Ah oui, le micro. Vous devez rajouter à ça le fait que vous devez noter quand même qu'un segment valvulaire quelconque, il a dû, dans son mouvement d'ouverture, dépasser le plan de l'anneau. Après, vous réfléchissez, rupture, un vrai... le Barlow, c'est quoi? C'est toute la maladie qui peut être limitée à une simple ballonisation avec des valves redondantes ou carrément arriver au stade où des segments qui prolapsent. Et on doit être précis, je crois, Fred. Est-ce que c'est une prolapsus? Il est dû à quoi? Un excès? Il est dû à une rupture, etc. Bon, c'est des choses théoriquement, oui. Théoriquement. Ah oui. De ce feuillet-là. Puis ici, on a la rupture de cordage. Parce qu'on a trois cordages ici, ici deux cordages. Il y a une rupture du cordage ici, une rupture de cordage ici. C'est pourquoi on a ici un prolapsus du feuillet postérieur et ainsi un prolapsus du feuillet antérieur. Et la direction du G est toujours opposée à la valve qui prolapse. Voilà. C'est bon? Le troisième segment, le troisième bien sûr. Vous voyez ces mécanismes type 3. Dans une image, on a un G qui est central et dans l'autre, il est excentré. Comme quoi, on peut avoir un G central, les deux types. Et là, c'est dû à quoi? Très bien. Donc, si on parle restriction, c'est ce qu'on va essayer de confirmer dans les cas cliniques qui vont suivre. Bon, ça aussi, c'est quand on a un tinting, vous mesurez la hauteur. Je ne vais pas m'arrêter là. Allez, on commence maintenant. Oui, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je change de présentation. Allez, on va partir. Je crois que c'est ça. Petit moment pour que je me rappelle où est-ce que j'ai mis. C'était des cas, donc c'est pas ça. C'était, non, c'est toujours dans la clé. Mais où exactement? Oui, c'est ça. Donc le cas clinique numéro 1. Allez, je vous laisse prendre connaissance de la vignette clinique. Donc ce n'est pas un jeune, il a 60 ans, commençait déjà à réfléchir on a une IM ici, à réfléchir à l'étiologie, etc. Alors lui, il était suivi pour une cardiopathie hypokinétique, donc une CMD. La cour était normale, on l'a étiqueté CMD, il est passé en FA, pas de problème, actuellement stade 2. L'examen, effectivement, il y a un souffle d'IM, pas de signe d'insuffisance cardiaque, enfin, rien de spécial. La question, là, on est resté quand même
On se demande, est-ce que finalement c'est une CMD tout court? Est-ce que par hasard, ce n'est pas une IM qui n'est pas fonctionnelle mais qui est responsable? Et on va voir l'écho. Alors, mais c'est là où l'interactivité maintenant doit être plus importante. C'est pas grave, pour que vous puissiez prendre la parole de façon à être à l'aise, dites ce que vous voulez, on va réunir tous les éléments. J'ai entendu IM, pour toi, il n'est pas très importante. Le G, il est G excentré. Il y a une fuite aortique. Elle aussi, il est excentré. On a maintenant 3 éléments. Tu es passé déjà au mécanisme. Là, tu vas. Les remarques et après on. Dilatation 2. On ne fait pas de mesure. Maintenant, c'est une évaluation à l'œil. Après, on va aller confirmer. C'est toujours bien de regarder, se faire une idée. Après, on commence à faire les mesures. Vous avez l'impression que l'oreillette, il est dilaté. Bon, si vos mesures ne donnent pas ça, je trouve quel est le problème. Quoi d'autre? Pourquoi tu veux le faire? Parce que tu veux analyser le mécanisme. C'est où le reste. Il est dilaté, il est hypokinétique. Donc on a réuni à peu près, on s'est fait une idée, comment on va maintenant avancer. Il y a un chantier, hein. Il y en a qui vont s'attaquer à l'IM, finir avec, celui qui va plutôt se dire, bon, cette IM paraît facile à étudier, je l'étudie, on bête, je me consacre tout le temps qui reste à l'IM. Procédez comme vous voulez. Oui, on a noté, il y a une fuite aortique, elle est excentrée. Honnêtement, évaluer sa sévérité à ce stade, c'est un peu difficile. Paraît non négligeable, mais on verra. On continue comme on fait toujours, on commence à tourner, voir ce que le reste. Ça confirme un peu l'idée qu'on a. La dysfonction VG, heureusement, elle n'est pas sévère. Vous donnez combien? 45, 50? Moins? Vous voyez? Personne n'a raison, personne n'a tort. On va mettre 40, 45, à moins qu'on utilise le Simpson et on mesure. Mais ce n'était pas le but. Ça réconforte déjà l'idée que c'était une CMD. Hein. Ils ont raison de parler de dysfonction VG. L'oreillette est dilatée, le malade est déjà en FA. Est-ce qu'il y a quelque chose à récupérer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui déjà commence à vous embêter et vous vous dites, ça peut être organique, il va falloir que je m'acharne, parce que l'acharnement pourra aboutir à probablement un remplacement chirurgical. Là, on est sur l'équivalent du couple. Oui, il est basse, mais il y a quand même un rayon de pizza ici, donc ce n'est pas une fuite négligeable. Ici, on est en 2 cavités, c'est-à-dire qu'on a l'équivalent de la coupe bicommissurale. Donc on a P1, A2, P3. Donc le G, il vient entre P2 et P3. Proche de... A2, P3. Mais elle, vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce qui va vous déranger l'aspect de la valve? Parce que quand même, tu vas passer un temps fou. Ça doit mériter le temps que tu vas passer. Sinon, tu veux considérer que c'est une IM fonctionnelle, rien de spécial. Qu'est-ce qui fait que c'est une IM vraiment l'aspect de la valve? Oui.
Oui, oui. Sur la partie terminale. Ce que vous rappelez, là, non, ce que vous rappelez, c'est vraiment ce qu'il faut faire si on veut rester méthodique. Moi, j'ai inversé simplement la manière de faire, c'est de se dire, si je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de malades que je dois passer, des fois, ça nous arrive de se dire, est-ce que je conclue vite ou est-ce qu'il y a des choses qui inquiètent et qui devraient quand même, soit je reporte l'examen, je le refais correctement, ou là, je prends les temps qu'il faut. Et les remarques sont pertinentes. L'aspect de la valve, l'excentricité, et je n'ai pas de tinting, il est possible que l'IM soit organique. Et je commence à réfléchir. Tu es dans le mécanisme rhumatismal qui touche à la valve et l'appareil sous-valvulaire, c'est ça? On réfléchira. Il n'y a pas de tenting ici. On a l'impression que la petite valve est restrictive. Et c'est une valve qui est malade. Il y a un épaississement de la valve, une restriction du feuillet postérieur. Si c'était une IM purement fonctionnelle, sur une cardiopathie dilatée hypokinétique comme ça, le G serait central. Elle ne peut pas être excentrée comme ça, il longe la paroi postérieure de l'oreillette gauche. Je vais revenir pour vous, hein. Je vous laisse voir. Vous la voyez mieux ici. Restrictive, ça y est, on ferme la porte. Pas la vraie restriction. Parce que la paroi inférieure n'est pas akinétique, il bouge. Ah. C'est une écho globale, mais ici, il faut éliminer un pseudo-prolapsus du feuillet antérieur. Quand on a une restriction du feuillet postérieur, automatiquement, le feuillet antérieur, il y a un pseudo-prolapsus. Et donc, le théo nous va servir à ça, à ce qu'il y a un pseudo-prolapsus ou un vrai prolapsus du feuillet antérieur qui explique ce jet excentré de l'oreillette. Ça dépasse pas, je crois. Vous êtes d'accord. Alors la question est la suivante. Bon, je vous laisse voir le reste de l'ETT, disons. Aucune idée. J'ai commencé par dire, je ne connais pas très bien ces malades, parce que c'était Kalimi qui devait prendre cet atelier. Alors, mais ce n'est pas qu'un réflexe, hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je ne vais pas me lancer dans une échographie transœsophagienne, alors que je pense qu'il y a une composante franchement dynamique, voilà, liée à la surcharge de pression. Oui, on est d'accord. Mais quand il y a un élément, ah oui, ça c'est parfait. Parce que c'est quand même invasif. On ne peut pas faire les deux, évaluer la sévérité et le mécanisme de l'IM à l'ETO? Oui. Oui, mais si le VG, déjà, il est dans les indications de l'opérabilité. Déjà, le VG, il est dilaté, il y a les symptômes. On a un CMD à corps normal. Donc, on doit écarter, c'est-à-dire l'imputabilité de ces deux fuites dans la dysfonction VG. Est-ce qu'ils sont responsables ou pas de la CMD, les deux fuites? On a une fuite aortique, une fuite mitrale. Et une double fuite modérée peut égaler une fuite sévère. Oui, j'ai compris. Mais voilà, il faut voir le retentissement. Il aurait dû être opéré un peu plus tôt, mais déjà, on n'est pas à ce stade. On est encore en train de réfléchir. Il y en a, et je l'ai noté tout à l'heure, qui ont noté que l'IM n'est pas si sévère que ça pour être responsable de dilatation du VG, de l'OG. Ils ne sont pas convaincus. De toute façon, ce malade, s'il est opéré, il aura une chance probablement au moins de ne pas s'aggraver, voire récupérer. Le Théo n'est pas vraiment de trop. Je crois qu'elle est quand même utile ici. Allons-y.
vous rappelez les coupes de tout à l'heure? Oui. C'est pas des coupes extraordinaires. C'est pas centré. Mais il y a un élément quand même intéressant. Alors, si vous voulez qu'on rappelle un peu les coupes, peut-être, moi je dis peut-être que c'est A2P2, peut-être. Là, on est un peu plus haut, vous voyez l'auricule. Elle est à 90. Alors, soyez honnête, c'est une coupe 2D ou la bicommissurale? La coupe bicommissurale. Mais on n'est pas loin parce qu'on voit le pilier ici. On voit les deux piliers. On voit les deux piliers, donc c'est l'équivalent d'une coupe bicommissurale. On a P1, A2, P3. Donc on a l'impression qu'il y a un épaississement, une valorisation, pas un colafage complet de A2. On voit ici aussi, parce que ici c'est l'équivalent d'une cascadité, donc c'est P1, A2, A3. Donc le segment A2 n'est pas. Il est épaissi. Parfait. C'est exactement ce qu'on veut transmettre à travers ce cas clinique. Premier, c'est que voilà, bicommissurale, c'est pas toujours 60-70. Et puis, les deux coupes quand même qui arrivent à montrer le segment A2, on voit clairement que c'est assez épaissi, c'est redondant. On n'arrive pas encore à voir s'il y a par exemple... Est-ce qu'il serait utile de s'acharner pour trouver une sorte de... Parce qu'il a 61 ans, il peut avoir une rupture. Est-ce qu'on voit pas un cordage? Est-ce qu'il faut vraiment s'acharner pour chercher une rupture de cordage? Justement, là, on a l'impression de voir un cordage qui est mobile, non? Bien sûr, bien sûr. En fait, ici, on ne peut pas avoir une rupture de cordage. C'est un cordage, c'est-à-dire accessoire, mais pas une vraie rupture de cordage, parce que le segment A2 Oui, ne dépasse pas P1. C'est pas une il ne inversion. dépasse pas, mais il Un faut... cordage, le prolapsus, il dépasse le feuillet contralatéral. Donc ici, s'il y a un cordage rempli, c'est un petit cordage accessoire. Parce qu'on a fait un élément qui est mobile. C'est possible, oui. On doit le signaler pour faire le bilan infectieux, s'assurer. Comme ça peut être une partie de la valve, il est assez épaissi, il est redondant, c'est possible que ce soit ça. Eh bien, voilà, c'était ça. Je vais continuer le reste des coupes, mais vous avez déjà... voilà. Alors, il y avait l'IA et il y a 3G. Le 1 est plus important, mais il y a les autres. Vous faites la sommation de tout. Il y a de vraies raisons pour penser que... Il n'est pas négligeable. Là, on est sûr. Là, même le rayon de PISA, il était à 9. Absolument pas. Tu as raison. Je pense qu'il y en a, j'espère qu'il y a une où on a baissé. Ah non. Non. C'était la dernière image. Bah tant pis. Donc c'était ça. Alors la conclusion, notre conclusion était celle-là. IM sévère à plusieurs G, dont le plus important au niveau de A2. Alors pourquoi on a rajouté le P3, c'est la commissure. On l'a évoqué tout à l'heure, voilà. Voilà, on l'a évoqué avant. Et c'était la conclusion, donc le malade devrait normalement discuter trop peu. Le premier cas, alors le premier cas c'était de l'échauffement. Le deuxième cas, non, parce qu'il y a un excès d'étoffe du segment A2. A2, ça se prête bien à une plastie. Et puis le VG, il est dysfonctionnant. Il ne faut pas mettre une valve mécanique sur ce VG-là. Pour préserver la fonction VG. Parce qu'il y a déjà une CNV. Oui, je voulais juste rajouter que l'appareil sous-valvulaire est important pour le maintien de la fonction VG. Parce que quand on remplace en coupe, plus on garde l'appareil sous-valvulaire, ça permet de garder une certaine forme du ventricule gauche et de garder sa contractilité. Donc insister sur la plastie, donc à ce niveau-là, c'est hyper important. Là, on a 40-45%, mais bien, il diminue la force charge. Vous allez, si vous faites un remplacement, vous allez la plus grave sûr. C'est sûr et certain. Là, on change pour un jeune, 19 ans, qui a une dyspnée stade 2, qui lui aussi a un souffle d'IM très important. Mais il n'est pas en insuffisance cardiaque et
À l'ECG, vous avez déjà une HVG qui peut être la dilatation. En fait, il est jeune, ça peut être aussi une cardiomyopathie hypertrophique, j'en sais rien. On fait l'écho. L'IM sans baisser, bien sûr, la liasing, elle est déjà... Elle a l'air importante. On n'a pas l'habitude de juger sur l'extension du G, mais ici, on peut se permettre à dire que c'est une IM importante. Après, on travaille... Mais avant la couleur, l'hypertrophie n'est pas sûre. Je suis d'accord, à la diastole, on a l'impression que les épaisseurs sont... Mais il est dilaté. L'oreille bouge dilatée, l'anneau, on a l'impression qu'il est dilaté. C'est un jeune enfant, 19 ans, il a dû faire une myocardite, une myocardiopathie dilatée, par la suite, rien de spécial. On s'arrête là. Moi, je vois pas tinting, mais... Non, c'est le point de coaptation. Il y a un défaut de coaptation. Est-ce que la grande valve ne paraît pas un peu redondante? Oui. Elle n'explique pas, on est d'accord. Pour le point de coaptation, j'attendais cette question. C'est pour ça que j'ai pris ça, pour essayer d'arrêter l'image. On ne peut pas être sûr. Difficile de voir ici le... là peut-être. On voit un petit peu que ça ne coapte pas. On regarde encore. Voilà. Je crois que ça ne coapte pas ici. Et on a l'impression que c'est un peu rétracté des deux côtés. Oui. On va voir une autre. Bon, ça c'est essayer d'analyser la valve mitrale en petit axe et voir si on peut en tirer quelque chose. Vous le voyez au milieu, mais vous le voyez aussi au niveau des côté commissures. Voilà, cette commissure et même la commissure externe. Ça peut être le mécanisme de cette IM important, finalement. Couleur. La couleur et l'image, apparemment. Il n'est pas une vidéo. Je fais... Ah oui, malheureusement, on est passé à l'ETO direct. Le Théo. Oui. Bon, le Théo, le malade, il va être rapide. L'IM, il n'y en a pas peut-être un seul G, peut-être qu'il y en a deux. Hein. Il est excentré. واحد excentré. واحد وكاين un autre. Ah oui, derrière, qui est derrière. Est-ce que sur la coupe 4 cavités là, vous pensez qu'il y a un problème? Je pense qu'il faut multiplier. A2, on suspecte un prolapsus A2, je suis entièrement d'accord. Tout à l'heure, on a vu l'aspect un petit peu rétracté. Bien. Prolapsus A2, ça va donner ça. Mais le défect qu'on a vu tout à l'heure à l'ETT nous laissait penser qu'il y a quand même des segments rétractés. Et donc, on n'a pas encore bien étudié le mécanisme en fin de compte. Là, on est en coupe 60, elle est censée être... j'ai pas celle sans couleur, mais elle est censée être coupe bicommissurale. Et on voit tellement de G, et ça correspond probablement à ce qu'on a vu en transverse tout à l'heure. Les commissures, ça ne coopte pas. Voilà. Il est souvent aplati, tout à fait. Voilà, on revoit les deux G.
De A2, oui, tout en sachant qu'il y a quand même une rétraction, une restriction. Voilà. Bien. Donc, au moins, ça c'est. Est-ce que c'est une iem pour vous qui est. Il a 19 ans. Orja, orja. Avant. لا لا غادي celle-là. Après, c'est ça. A2, oui, on le voit. On le voit. Restriction de P2. Est-ce que ça peut être rhumatismal? La valve aortique, non, non, elle était, on se rappelle bien, elle était bien. J'avais comme l'eau, vous vous rappelez? Tu vois? C'est probablement congénital, ça. C'est probablement congénital. Parce qu'on peut avoir des rétrécissements, des rétractions. La valve est redondante, mais ça a l'air d'être tout à fait congénital. Ok, on va passer. Troisième cas clinique. Il a été opéré. Attendez, ce malade, c'est tout récent. Je reviens. Tout récent. Je regarde le compte rendu et la date. Ah, c'est 31-5. Donc c'est tout récent, ça. Vous savez, quand vous posez la question sur la plastie, je ne connais pas beaucoup de chirurgiens qui font les plasties. On fait avec les moyens qu'on a, mais l'idée, c'est de faire effectivement une plastie. La P2, comme vous l'avez dit, ça va être un peu difficile. Après, on propose au chirurgien de faire les deux, d'essayer de voir s'il peut réparer, sinon il va passer au remplacement. Ça, malheureusement, c'est notre problème au Maroc. Un jour, il va falloir passer à l'interventionnel, parce que l'interventionnel, finalement, il permet une certaine plastie. En fin de compte, ça permettra oui, annuloplastie avec des... Alors, on prend le cas de monsieur Mohamed, je crois, 49 ans, tabagique chronique, il est dyspnique stade 2, lui aussi, il a une IM. Voilà. J'ai l'impression de refaire le même cas, sauf l'âge qui change. Ouais, mais il n'y a pas que l'âge. Alors, je sais que c'est évident pour vous tous. Ma question, c'est pas est-ce que c'est un prolapsus? Est-ce qu'il est bivalvulaire? Vas-y. C'est le signe que je voulais montrer, tu vas le montrer. Il y a un prolapsus bivalvulaire avec une disjonction de la mitrale. D'accord? Il y a un vide entre la paroi postérieure et le feuillet postérieur en systole. Ça, c'est associé à un risque rythmique. Ça va? Ce signe est peut-être utile à le regarder chaque fois. Bivalvulaire, ça marche pour la chirurgie? Pour la plastie? Non. Non. Donc, vous allez quand même faire une ETO? Ok. Alors, la coupe ici, c'est une coupe grand axe. Voilà ce que je viens de faire. Pour voir les deux segments au milieu, je crois que là, on a clairement le prolapsus des deux A2P2. A0, ça peut être toujours A2, oui. Voilà. Et la fuite, elle est importante. Donc, ce cas-là, je crois qu'il est simple, finalement. Alors, pour être honnête, je ne me rappelle pas, pour vous dire la vérité.
Et dans cette coupe en deux cavités, qu'est-ce qu'on va dire? C'est un prolapsus bivalvulaire, d'accord. C'est quel segment? On est en deux cavités, on passe régulièrement par A2, reste l'autre. Voilà, voilà. Moi, je crois que ça prend un petit peu de A. Oui, 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 effectivement, il est... Oui, donc le test se fait en fait au bloc en paire opératoire. On peut rien faire, on peut rien prédire avant. Bon, je crois que le cas il est simple, donc c'était juste pour parler de prolapsus bivalvulaire avec le signe de disjonction. Oui. C'est une bonne question finalement. Il n'y a pas de fuite, donc c'est pas vraiment un prolapsus. Une ballonisation. Une vraie ballonisation. Mais quand tu me parles d'un vrai prolapsus, impossible d'avoir un prolapsus sans fuite. Parce que le défaut de coaptation y est, sûrement. Équilibré, je ne vois pas vraiment l'intérêt, à moins qu'un prolapsus valvulaire ramène le jet vers le centre. Oui, ça ne va pas être un GDM excentré, ça va être au centre. Oui. Quatrième cas. Alors ça, c'est une dame, 41 ans, qui est déjà opérée. Elle a un double remplacement mitro-aortique il y a 1 an. Elle était déjà en FA. Elle vient avec une dyspnée stade 3. Ne rapporte pas de fièvre. On entend les clics prothétiques. Elle est déjà en IVG. Vous craignez, je vois déjà les diagnostics qui défilent chez vous. Donc vous pensez qu'elle a thrombosé sa prothèse, mais les clics, on les entend. Si ce n'est pas thrombosé, c'est probablement des insertions, donc ça peut être prothétique, ça peut être infectieux, ça peut être... On est à 1 an, donc probablement c'est d'origine infectieuse. Comme ça peut être tout simplement aussi thrombose de prothèse avec une ailette qui garde une certaine mobilité. Ok, voilà l'écho. Vous reconnaissez les deux prothèses, double ailette, ils sont là. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendez? Vous voyez d'emblée le mouvement des ailettes et voilà, la stabilité de là. Est-ce qu'elle est stable? Est-ce qu'elle bascule? Est-ce que vous voyez un quelconque bascule de la prothèse mitrale ou aortique? J'en sais rien. Je commence par ce qui peut vous inquiéter et après vous allez creuser jusqu'à avoir une coupe qui vous permet de confirmer ce que vous pensez. Déjà le bascule, on y pense. Le mitral, je ne sais pas ce que vous pensez, que Gini elle est stable. L'aortique un petit peu, elle bouge. On va venir à la couleur, mais déjà ici, l'aortique, on n'a pas l'habitude de la voir comme ça, non? Et le vide dont tu as parlé, mais on le voit aussi ici. Donc là, on commence à s'inquiéter. Alors, bien sûr, quelqu'un a vu quelque chose et en enregistrant, il bouge. Vous voyez, il enregistre, il béquille sa sonde apparemment, il montre qu'il y a un espace ici, et puis il ferme.
Alors, dites-nous la différence entre pseudo-anévrisme et anévrisme, ou la apnée. Un pseudo-anévrisme, c'est un abcès détergé. Quand l'abcès est plein, donc il est plein, quand il est détergé, c'est un pseudo-anévrisme. C'est un faux anévrisme, parce que ça se remplit en systole et puis il y a un collapsus du faux anévrisme en systole. Voilà, c'est juste pour garder le nom qu'on utilise. Hein. Abcès détergé, mais quand vous voyez qu'il se vide, c'est plutôt un pseudo-anévrisme. On n'en est pas. Alors, la coupe petit axe, elle est très embêtante. Vous ne savez même pas par quoi commencer. Vous voyez la prothèse, parce que vous avez les réverbérations, mais à côté, vous ne savez pas ce que c'est. Mais tout à l'heure, vous étiez déjà dans la suspicion d'un abcès, d'une cavité, on va dire. Hein. Elle est désinsérée. Elle est désinsérée. Bien, donc là, je vous ramène l'image de tout à l'heure. Plutôt, on a grandi, effectivement. Et la couleur. Je l'ai mis avec la couleur. La couleur. Probablement. Oui. Une fuite paraprothétique. On continue. L'image, elle commence à être pas simplement construite, mais elle est réelle. On la voit ici. La prothèse, oui, comme vous l'avez dit, on a l'impression qu'elle n'est pas stable. Et votre fuite, elle est effectivement pas simplement intraprothétique. On a l'impression qu'il y a une grosse fuite paraprothétique. Et voilà. Donc, c'est exactement ça. On veut maintenant aller plus loin et voir cette cavité. On pense que c'était un abcès ou un truc comme ça, donc, et qui s'est vidé. Mais on a besoin de savoir aussi, est-ce qu'il a fistulisé ailleurs? Et la situation d'Yellow, elle est proche de quelle structure? Et l'artère pulmonaire ici, on est d'accord. Donc on va devoir voir, est-ce qu'il y a... Ah, qu'est-ce qui se passe là? J'ai encore des images. Ah, on a commencé le Théo, d'accord. Allez, on commence le Théo. Le mécanisme de végétation, plutôt d'endocardite, il va falloir le confirmer, oui. C'était au début un abcès, il s'est détergé. Vous le voyez tous? C'est simple qu'il soit fistulisé dans ce qui est probablement plus difficile à voir. S'il fistulise, par exemple, dans l'oreillette droite ou là dans l'artère pulmonaire, ici, c'est très bien visible. Ça, on n'aurait pu pas avoir ça à l'ETT. Vous avez vu tout à l'heure, le jet, comment il sort, là, on le voit clairement. Il continue. Le flux de la fistule, c'est systolo-diastolique. Donc on voit le flux continu en systole et en diastole. Donc ce n'est pas une fuite aortique excentrée, parce que la fuite aortique, il est exclusivement diastolique. Montre le faux anévrisme. Voilà le faux anévrisme ici, du trigone, ce qu'on appelle le trigone métro-aortique, la fibrosa. C'est la localisation la plus fréquente pour les faux anévrismes avec une végétation à ce niveau-là. Alors, je suis d'accord, c'est une végétation. C'est quand même une image qu'on voit habituellement chez les patients qui ont eu un remplacement. Et c'est vrai que parmi les choses qu'on se pose comme question, c'est pas un petit fil que le chirurgien a laissé. On est d'accord, dans le contexte, c'est une végétation, mais j'aimerais bien voir plus clair. On a une autre coupe sur la valve mitrale, sur la prothèse. Il y a les bubbles qui sont classiques, mais il y a une petite image qui est vraiment très mobile ici. Enfin, peut-être qu'on va la voir sur une autre coupe. Voilà, non. Là, ça y est, c'est plus un fil, c'est effectivement une végétation. Donc il faut tourner autour, il ne faut pas accepter simplement une seule coupe. Après, les jets j'ai des fuites paraprothétiques qui sont significatives. Et c'est important de noter ça parce qu'on va se demander par la suite, est-ce qu'il faut agir que sur la prothèse aortique? Je crois qu'il y a des fuites assez importantes.
Probablement qu'il faut remplacer les deux. De fuite assez importante, oui. Un double remplacement avec, bien sûr, essayer de fermer fermer le foie anévrisme. C'est pas facile. Voilà, donc c'est des images qui confirment ce qu'on a. Voilà, vous voyez bien non, mais le faux anévrisme qui se collapse comme ça, c'est très clair. Et la fuite qui était à la fois. Alors, elle est intra, mais aussi, regardez la communication qui se faisait vers le ventricule gauche, elle passait par là. Et je crois que j'ai récupéré simplement ce que j'ai montré tout à l'heure. La végétation très évidente, oui, là ça devient clair. Moi, le cas, je crois, il est clair, on peut le changer. Alors, on va passer... non, c'est bon. Ce n'est pas le moment de changer d'ordinateur, donc j'ai encore un cas présenté, puis je change l'ordinateur. Jeune de 28 ans, on passe au congénital. Non, ce n'est pas du vrai congénital. Je ne suis pas un spécialiste des congénitaux, mais c'est un message intéressant, simple, même pour ceux qui ne font pas du congénitaux. C'est une dame qui a une CIV restrictive, donc le diagnostic est connu, sténose pulmonaire, on attend juste qu'elle soit opérée. Entre-temps, elle a fait une endocardite. Ok. Elle est traitée pour son endocardite, et puis les choses ont traîné. Elle n'a pas été opérée quelques mois après. Un an après, on commence à... Voilà, elle revient, on actualise le dossier, il est temps quand même qu'on la propose à la chirurgie. Pourquoi? Elle a fait déjà une endocardite. Et puis ce qu'on peut faire, c'est de traiter la sténose pulmonaire et fermer la CIV et en finir. Valvulaire. Les valvulaires. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Non, ça c'est une sténose pulmonaire valvulaire. La question, on connaît le diagnostic, on sait qu'elle avait fait une endocardite. L'examen ne change pas grand-chose, le souffle CIV c'est normal, qu'elle le garde. Souffle de sténose pulmonaire, c'est bon, voilà, tu prends tes papiers, on fait un bilan infectieux, CRP normal, on n'a pas d'hyperleucocytose, on l'envoie en chirurgie, où là il faut absolument... on refait les coups, voilà les coups. Bon, ça c'est pas la coupe à laquelle vous vous attendez. Vous savez qu'elle a une CIV. Oui, vous prenez cette coupe CIV généralement quand elle est périmembraneuse, restrictive, on la voit facilement sur la coupe grand axe. Ah, vas-y, dis-moi ce que tu vois de plus. Là, il y a une CIV, on ne peut pas dire si elle est périmembraneuse ou infundibulaire. On peut dire sur le grand axe, c'est une CIV qui est haute. D'accord? Donc, ça a l'air d'une CIV périmembraneuse. Et ce qu'on voit aussi, on voit une fuite aortique. Et le mécanisme de la fuite aortique, c'est parce qu'il y a en fait c'est-à-dire une aspiration de la queue sponstérodroite dans la CIV. Donc, avec un G, donc quand on a une aspiration de cette queue, le G donc, va partir du côté opposé à l'improlapsus. À l'improlapsus de la queue sponstérodroite avec un G. Donc ça, quand on a ça, il faut... Mon ami, tu es tombé dans le piège. C'était ça le piège. Hein. C'est de conclure qu'un lobrépédie, on doit patienter. Vous voyez une image supplémentaire, oui ou non? Moi, je décris ce que je vois sur les deux images. C'est ça. Est-ce que vous voyez quelque chose de plus? Elle a fait une endocardite. Elle a fait l'endocardite, on avait dit, sur la sténose pulmonaire, et probablement le point de départ était la CIV, j'en sais rien. Et on voit une image, probablement séquelaire, mais là où elle ne devrait pas être, sur la valve aortique. Est-ce que ça peut expliquer l'IA autre que le syndrome de l'obrépédie? On est d'accord, on est en train juste de parler de... Hein? Mais là, ça peut être séquelaire de ce que vous voulez dire là. Qui est pour, c'est un syndrome de l'obrépédie simple,
et vous avez une séquelle d'endocardite. Non, il y a une IGA, il y a une CIV, mais on ne peut pas savoir le mécanisme sur une seule coupe. Parfait, parfait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Hein. On doit tourner. Eh bien, on est en train de tourner. Là, c'est petit axe. Le petit point, où l'image dense, qui est probablement séquelaire, vous la voyez? Sur quel sigmoïde? Sur la sigmoïde de la coronaire gauche. Ok. Bien. Vous voyez autre chose sur les sigmoïdes? À part la CIV, sur les 3 sigmoïdes, vous avez vu une où il y a une image dense? Ça, c'est. Attendez, ça, c'est le septum interauriculaire. Non, non, attendez, le septum interauriculaire. Ça, c'est la non coronaire, ça, c'est la droite. On voit bien l'aspiration, regarde. Elle déborde sur les autres. Est-ce que vous ne voyez pas le contraire? Au lieu de dire qu'elle est aspirée, la sigmoïde coronaire droite, un peu rétractée. Pour être prémiciste, on a une CIV, il y a plus que d'aspiration, parce qu'on voit là une déformation de la queue non coronaire. On voit la queue. Elle ressemble à celle-là, mais celle-là, elle ne ressemble pas aux deux autres, puisqu'elle est aspirée. On a l'impression qu'elle est plus large. Donc on doit aller plus loin. On doit aller plus loin parce que le mécanisme n'est pas encore clair. Là, c'est ça, il faut toujours se poser des questions. Bien sûr, si tu pars avec un diagnostic en tête, tu vas tout simplement construire les preuves pour le diagnostic auquel tu as pensé. Mais plutôt, il faut se poser des questions au fur et à mesure et essayer de corriger. Oui. Raja. La CIV. Oui, je crois qu'on la voyait tout à l'heure. Peut-être oui, peut-être que l'autre est rétracté. Et donc... Hadi coronaire droite, je crois. Ah oui, elle ressemble à la coronaire gauche, on est d'accord. Ça, c'est une couleur sur la... Alors, cette couleur doit vous inquiéter. On est sur l'artère pulmonaire. C'est ça. Vous vous attendez au G d'IP, simple, central. Vous avez un aliasing parce qu'il y a une sténose pulmonaire. Et à côté, vous avez... Elle n'est pas diastolique pure. Elle n'est pas diastolique pure et elle n'est pas là où il faut parce que quand même l'IP, elle est un peu centrale. On peut voir des IP comme ça excentrés, on peut les voir commissurables, mais là le flux est continu, il n'est pas diastolique. Pourquoi tu veux... Mais je peux accepter... Tu as une sténose pulmonaire quand même. Les commissures, déjà, ils sont fusionnés. Et, ça, c'est pas une IP. Il faut vraiment se dire, là, c'est pas l'IP. Moi, pour savoir, je tire un Doppler sur le... On enlève la couleur pour voir les valves. Ok. Qu'est-ce que j'ai résumé comme question? CIV, vous l'avez tous dit, végétation sur la sigmoïde, coronaire gauche, rétraction. Bon, j'ai mis rétraction. Vous n'êtes pas d'accord, on verra. Sténose pulmonaire, végétation, prononce sur la paix, on ne l'a pas vu parce qu'il y avait la couleur. On est d'accord. Et puis il y a la fuite. Le mécanisme de la fuite, on a parlé de l'obripédie. Nous, on a évoqué la rétraction de la coronaire droite. Et puis, on verra réellement en ETO. On cherche CMCIA, on est dans le contexte congénital. Et là, vous avez votre réponse, je crois. On décrit. C'était censé une coupe 5 cavités. L'apex est un peu tronqué, ce n'est pas une jolie image. Le VD est en bas. L'aorte et le VD, ils communiquent. Vous êtes d'accord? Il y a une fistule entre l'aorte et le VD. Entre l'aorte et le VD. Il faut bien zoomer pour voir s'il n'y a pas une fistule entre l'aorte et le VD, parce que des fois, on est obligé... Absolument, absolument. Tu commences à avoir des fistules, donc ça peut être croisé. Légère bode, exactement. Et votre fuite aortique, bon, là, un petit peu, on va voir. Alors, coupe grand axe, 120 degrés, ou là peut-être un peu plus, 140, mais c'est à peu près. Intéressante parce qu'elle montre un petit bout du ventricule droit.
Et qu'est-ce que vous voyez? Ah oui, 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 oui. Mais moi j'étais concentré par rapport au sinus. Sinus de Valsalva, vous voyez, sans couleur, vous voyez un défect ou pas? Non? Là? C'est la fistule, oui. Ça, c'est la fistule, ça. Ça, on a quand même on commence à dire elle a une endocardite aortique et elle a dû fistuliser vers. Je vois pas d'aspiration. Là, ça y est, on n'a pas d'aspiration. Ta remarque, tu as raison, j'ai pas fait attention. Oui, tu as raison. 2G. Le G de la fistule, le G de la CIV. Oui, effectivement. Et tu as l'impression qu'elle vraiment, elle est aspirée. Alors dans les lobrépidies, on a une évolution dans le temps. Parce que la CIV, quand elle est restrictive, elle se ferme, elle a tendance à se fermer. Donc فاش كتجي تسد l'aspiration ما كتنقص فهمتيني. Non mais non mais ça on est dans les formes historiques de... Oui mais pas forcément, tu peux avoir des lobrépidies à 40 ans. Oui, oui, on peut les avoir. D'ailleurs, il faut suivre. Les CIV restricts. Ça change rien au diagnostic ici. On a une aspiration, on a une restriction de la queue effectivement parce que là la queue il y a une végétation avec restriction. Là, Mais ça change pas grand-chose. là, ce qui change, c'est que si on est parti sur un lobripédie, on aurait dit tant mieux. Il y a une raison supplémentaire pour l'opérer de sa CIV, sténose pulmonaire. Probablement, on regardera. L'aspiration était tellement importante pour faire un geste sur la valve aortique. Mais on aura oublié qu'elle a fait une endocardite, elle aurait pu faire des complications. Là, honnêtement, le chirurgien n'irait pas chercher cette fistule. Ah non, 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 elle s'explique pas. C'est pas la CIV, elle a des indications de CIV restrictive parmi les indications opératoires de CIV restrictive, c'est l'apparition d'une fuite aortique. On est d'accord. Parce que quand la fuite aortique apparaît, le risque, voilà, l'endocardite, l'aspiration de la Cette, queue. Il faut opérer tôt, parce que quand on opère tôt, on va cette fuite aortique, elle est là. On est d'accord. Vous pensez quand même qu'elle est due à cette petite végétation calcifiée qui est restée séquelaire. Regardez le bout d'elle, hein, regardez la fuite d'elle. La fuite n'a pas l'air importante. Il faut opérer, on est d'accord. D'abord, le geste sur la valve aortique, on aura à faire un geste de remplacement de la valve aortique, oui ou non? Il faut essayer de préserver la valve tant qu'on peut, mais... Faites très attention, elle a déjà fait une endocardite. Et vous le savez très bien, ceux qui font une endocardite, on refend. Et on évitera au maximum de mettre une autre prothèse. Sauf si on n'a pas le choix. La fuite n'est pas importante quand même. Ce qui embête le plus, c'est la fistule. Ouais, il ferme la fistule et on arrête là. Oui. L'aspect péropératoire, mais on avance déjà avec... on ne pense pas qu'il faut remplacer la valve. Mais bon. À la fuite aortique, encore une fois. Ça n'a pas l'air d'être une fuite grosse. Ça oblige à chercher, parce qu'il y a une fistule, ça oblige à chercher un abcès détergé, un anivré quelque part. Il le faut bien, je crois. On le cherche. Ah, voilà, regardez la petite végétation séquelaire. Il y a une petite fuite. L'image qu'on avait tout à l'heure à côté de l'artère pulmonaire. Alors, je ne sais pas où j'ai dit. Voilà, je crois que je commence à la montrer. Peut-être il y a dit. Attendez, finir la couleur, voilà, là. Exactement ça.
Ouais, donc c'est quoi ça? Effectivement, c'est pas l'IP. La fistule de tout à l'heure, c'était vers le VD. C'est une autre fistule. Ah, de l'image non, ma fille, de l'image non. C'est une autre fistule, je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas noté. On a noté fistule aorte VD, tout le monde l'a vu. Ah oui, c'était, voilà, on l'a noté en fait. Il y a un abcès périaortique séquelaire du côté de la cornère droite et qui donne une fistule effectivement vers l'artère pulmonaire. Ça c'était, d'ailleurs, voilà, on l'a vu, hein, je reviens. Attendez, je vais... Voilà, il y a un abcès. Donc finalement, il faut faire vraiment un bilan correct qui va certainement complété par le Théo avant de l'envoyer. Il y a eu des dégâts de cette endocardite qu'il faut réactualiser. C'est bon? Oui? Ah, entre l'aorte et le VD, on l'a bien vu, c'est clair. Mais là, on a un abcès, vous l'avez vu, qui est du côté de l'artère pulmonaire et ça fistule vers l'artère pulmonaire. Vous me donnez... Non, non, mais c'est ok. J'avais deux... Oui. C'est la raison pour laquelle je suis là. 2 minutes, non? Voilà. 2 minutes. 2 minutes. Très vite. 2 minutes. Ah, 2 minutes, il a l'ordinateur. Là, ouais, attendez, c'est quoi ça? Cas numéro 6, ouais. Bon, on va faire vite. Source. Source, là c'est bon, c'est bon. Source, computer. Très vite, hein, on va faire vite. 21 ans, elle a de la fièvre, donc elle a été référée pour un pic hypertensif. Donc on trouve que la tension elle est élevée au membre supérieur, mais les membres inférieurs, vous imaginez, on pense à une coarctation. Mais elle fait de la fièvre. Et donc on fait le bilan. La discussion, vous le voyez bien, mais la discussion, ça vous évoque perforation, anévrisme. Hein? Et puis vous avez quoi d'autre? Et je boucle. Là, ce que vous voyez, vous pensez tous que c'est un pseudo-anévrisme. Oui, qu'il y a un autre élément qui est capital pour la décision chirurgicale. Alors on voulait insister sur la continuité mitro-aortique. Il y a une véritable disjonction et ne peut pas être corrigée que si on remplace pas les deux, l'aortique et la mitrale. La disjonction mitro-aortique, c'est très difficile. Tu ne peux pas mettre une prothèse ou il va falloir mettre les deux à la fois. Bon, je passe vite les images, mais ce sera le dernier cas. Vous le voyez maintenant clairement, hein? C'est un abcès, mais il touche la jonction mitro-aortique, il est ouvert. Alors, je défile vite pour vous, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Là, l'endroit de la fuite. Après, on s'est dit, est-ce que c'est une perforation? On fait le Théo pour s'assurer. Le problème, c'est que j'ai dû faire des rappels le cas, c'est-à-dire comparer un abcès, c'est quoi, et un faux anévrisme, je vais aller vite. Vous voyez, c'est une très belle image de faux anévrisme qui se vide. Hein. Dans le VG, effectivement. Fuite sévère du mécanisme, je passe. Formation anéchogène entre les deux. Là, c'est des rappels. Un abcès, voilà. Un abcès est plein, donc ça me permet d'aller vite. Merci beaucoup. Là aussi, c'est un autre. On est d'accord? La zone, elle nous pose toujours un problème. Voilà, avec l'auricule, tu te dis c'est normal, mais bon, c'est le contexte qui va vous aider. Mais une autre coupe, elle peut te gêner, peut te dire probablement c'est un épaississement dû à un abcès et tu tiens compte du contexte clinique.
Ça, c'est notre malade. Et on le compare avec une véritable image d'abcès. À l'air, faire vite. L'abcès de l'anneau. Ah, c'est un véritable abcès de l'anneau. Ça, c'est pas le... On risque de le prendre pour le sinus coronaire, dilaté. Il y a un flux qui rentre dedans. Je pense que, d'ailleurs, en petit axe, vous le voyez très clairement. Regardez la petite le flux qui me chie. Normalement, l'image me chie. Mais normalement, la couleur part comme ça. Quoi d'autre? Ça, c'est les pseudo-anévrismes. On en a parlé en long et en large. Je me le trouvais là. Donc, une dissection localisée, vous la voyez où? Il y en a? Oui, il y a une dissection localisée. Elle est là aussi. D'accord? Et donc, on revient à notre cas, j'espère, voilà, on revient à notre patient. On a conclu qu'effectivement, c'est un anévrisme, avec un anévrisme de la valve qui prolabe. Ce sera ma dernière diapo, l'élément important de... Vous voyez, entre cette image, ce n'est pas la même chose. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.